Donc on arrive pratiquement à la date du 7 octobre, 1 an donc de conflit, notamment à Gaza. Personne, en réalité ne pouvait penser que la guerre, pouvait durer 1 an et personne ne pensait que la guerre pourrait aussi s'étendre, en fin de compte, à toute la région. Côté israélien, outre la question des otages, la guerre à Gaza a un énorme coût économique et militaire. Elle a déjà coûté 73 milliards de dollars à l'économie israélienne. Elle a aussi un coût en termes de personnes mobilisées qui ne participent plus donc à l'économie israélienne. Des secteurs entiers sont touchés par la crise, le BTP, la high-tech. On n'entend plus par exemple d'achat de start-up israéliennes par les GAFAM. Les agences de notation internationale commencent aussi à dégrader les notes israéliennes. Le coût de l'emprunt donc augmente pour cette économie, les réserves monétaires s'effondrent et l'inflation est relancée. L'économie israélienne entre en récession. Mais Israël, elle continue parce que, en fin de compte, tant qu'elle continue cette guerre, Benjamin Netanyahou reste au pouvoir. Ce n'est au final pas une guerre d'Israël contre Gaza, c'est surtout une guerre de Netanyahou contre Gaza, qui a adopté une attitude plutôt irrationnelle à première vue. S'il s'agissait d'une décision rationnelle pour Israël, ce conflit aurait dû se terminer depuis longtemps. Côté palestinien, cette guerre, évidemment, a un énorme coût, tant humain qu'économique. L'économie palestinienne, même hors Gaza d'ailleurs, s'est effondrée. Il n'y a plus de transfert de fonds à l'autorité palestinienne parce qu'Israël n'a jamais, en fin de compte, souhaité une solution à deux États. Pour autant, il s'agit d'une chose subite plutôt qu'une chose voulue. Depuis le début de sa carrière et depuis surtout qu'il est apparu au grand jour comme ambassadeur d'Israël à l'ONU, Benjamin Netanyahu a en effet eu plusieurs objectifs. Déconstruire toute possibilité d'un État palestinien et on a vu cela par les mouvements de colonisation, du maintien du blocus à Gaza. On a vu aussi comment il a tenté, avec les accords d'Abraham, d'invisibiliser la question du peuple palestinien. Et cette question est centrale à la paix pour le Moyen-Orient, non seulement pour la Palestine, mais aussi pour d'autres États comme le Liban. Netanyahou a cependant eu un deuxième objectif, celui aussi de provoquer la guerre avec l'Iran. Et les accords d'Abraham visaient aussi à construire un axe avec les pays arabes contre l'Iran, ce qu'ils décrivent l'axe du bien contre le mal, euh, ce que d'autres décrivent pour ce qui concerne l'axe du mal comme l'axe de la résistance. Il a donc essayé depuis les années 2010 de provoquer tension sur tension. euh, et donc voilà, ces tensions en fin de compte entre pays arabes et Iran ont été amoindries par la médiation de la Chine. Et depuis le 7 octobre, il essaie aussi de provoquer un conflit avec l'Iran en prenant l'occasion donc du conflit avec le Hamas. Et dès le départ, il a accusé en fin de compte l'Iran et le Hezbollah d'être impliqués dans les événements du 7 octobre. Donc, tant que Netanyahou restera au pouvoir, il y aura conflit. Cette coalition est hétéroclite, elle est composée notamment de ministres ultra-orthodoxes qui ont déclaré dès le départ qu'un tout cessez-le-feu aboutira à la fin de son gouvernement. Pour Benjamin Netanyahou, ça signifie aussi faire face à la justice, puisque déjà avant Gaza, il y avait des histoires de corruption et de choses comme ça. Et désormais, il y a aussi le rôle qu'il a joué dans les événements du 7 octobre et l'absence, en fin de compte, de tout moyen préventif à tout ce qui s'est passé à Gaza et en Israël. Par ailleurs, pourquoi ce conflit continue à durer? Le calendrier ne s'est pas imposé une décision à Netanyahou. Seuls les États-Unis ont ce pouvoir et la période électorale aux États-Unis aussi ne permet pas de prise de décision de la part de l'administration américaine elle-même. D'autre part, quel que soit le président américain, Joe Biden souhaitait instaurer par exemple un moratoire sur la livraison d'armes à Israël, mais le Congrès américain s'est opposé. On a, en fin de compte, à faire ici un retour en arrière, un retour à la présence de Netanyahou aux États-Unis comme ambassadeur d'Israël à l'ONU. Il a mis en place des réseaux d'influence profonds, notamment auprès de l'AIPAC et certains membres du Congrès, et notamment des élus républicains qui contrôlent aujourd'hui ce Congrès. Et ce sont ces élus aujourd'hui qui empêchent les États-Unis de prendre des décisions imposant un cessez-le-feu et pourtant ça pourrait être très simple, le gel de la livraison d'armes, le gel des subventions à Israël et vu l'état économique d'Israël,
cela aura un impact énorme sur son économie, elle ne pourra plus simplement faire la guerre et il est à noter que côté Trump, c'est pas mieux parce que, le gendre de Donald Trump accueillait, heu, Bibi, comme on dit, dans son propre appartement à New York et l'hébergeait même. Est-ce que la résistance palestinienne pourra encore continuer si encore cette guerre, devait se prolonger? Et là, on a envie de penser un peu à Cortés et à son arrivée en Amérique. Il a brûlé ses navires, ce qui a obligé ses hommes à aller plus de l'avant jusqu'à vaincre tout un empire, c'est les Incas. Et les Palestiniens, un peu, ils ont aussi ce dos à la mer, ils n'ont pas de choix. Même s'ils ont plus d'armes, c'est avec les couteaux et avec leurs mains. Et ils font face à une situation quasiment existentielle. Ils ne peuvent que se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'ils veulent la guerre? Non. Est-ce que c'est une guerre subite? Oui, tout à fait. Mais au-delà de la Palestine, cette escalade provoquée vise surtout l'Iran. On a vu donc, comme je le signalais déjà, dès le 7 octobre, les responsables israéliens faire le lien entre le 7 octobre, le Hezbollah et l'Iran, alors qu'il y a quand même des différences idéologiques entre ces mouvements et ces pays. Le Hamas, c'est plutôt les frères musulmans. Le Hezbollah et l'Iran, c'est plutôt chiite. Le Hamas, techniquement, aurait dû se rapprocher plutôt de la Turquie, et si le président égyptien était toujours Morsi, de l'Égypte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été abandonné par les pays de la péninsule arabique qui, eux, ont préféré, en fin de compte, se rapprocher d'Israël avec les accords d'Abraham et de facto, il a dû se rapprocher, en fin de compte, de cet axe de la résistance constitué par le Hezbollah et l'Iran pour obtenir un soutien. Et il a donc fait face à une menace existentielle et donc quand on est face à une menace existentielle, on est prêt même à s'allier avec le diable, pour reprendre les mots d'un dirigeant politique, libanais. Donc dès le début, l'Iran, en fin de compte, est l'objectif d'Israël à travers le bombardement du consulat à Damas, puis les frappes au Liban visant le Hezbollah, les généraux iraniens, le Haniyeh à Téhéran. Depuis 20 ans, et là, il est nécessaire de rappeler que ces faits ne sont pas nouveaux. On avait une guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël, notamment avec l'assassinat de scientifiques et de responsables iraniens. Ça, c'est pas nouveau, donc ce qui est nouveau, c'est un peu que cela apparaisse aux yeux du monde entier avec la frappe de missiles. Au-delà de l'Iran, qu'est-ce qui peut y arriver? Malheureusement, on arrive peut-être à une guerre régionale. Pour faire la guerre, il faut être 2. Mais pour décider de la guerre, un seul parti peut s'y lancer. Israël semble être décidé de s'y lancer aujourd'hui et on voit d'ailleurs, quelque chose de nouveau, c'est l'utilisation, d'un nom, nouvel ordre pour l'assassinat de Hassan Nasrallah et ça rappelle un peu les concepts développés en 2006 par des think tanks, néoconservateurs américains liés à l'AIPAC justement, donc proches de Netanyahou et du Likoud. Ils avaient estimé qu'ils avaient besoin de redessiner la carte du Moyen-Orient avec des partitions, des États opposés à Israël en États plus petits, plus contrôlables et exit la question palestinienne puisque, par exemple, on pourrait déporter les Palestiniens dans un futur État, jordanien, au Liban qui soit augmenté, du pays alawite et ainsi de suite. En 2006, on prétendait justement que ce plan nécessiterait 20 ou 30 ans pour être mis en œuvre. On est en 2026, donc on est 20 ans après. Face à cela, le seul moyen de défense de l'Iran était au final d'acquérir l'arme nucléaire pour sanctuariser son territoire. Mais cela, ça nécessitait aussi de gagner du temps et c'est pour cela qu'on a eu aussi l'Iran qui augmentait son influence vers le Yémen, vers le Liban. Au final, il faut rappeler ici que l'Irak justement a été cassé pour les mêmes raisons du temps de Saddam Hussein avec, cette, vision d'une menace israélienne pouvant le viser. L'Iran à l'époque, ne faisait pas partie des cibles israéliennes puisqu'on savait que du temps du Shah déjà, il y avait des contacts entre Savak et Mossad. Donc l'Iran à l'époque n'était pas tellement l'ennemi d'Israël. C'est justement le fait qu'ils se soient renforcés et qu'ils aient renforcé leur influence dans la région qui en a fait l'ennemi numéro un d'Israël. Israël, en fin de compte, aussi a réagi en faisant en sorte que les pays arabes fassent la guerre entre elles, qu'on a vu l'Iran, l'Irak, justement, pour
à les affaiblir et maintenant ils tentent d'embarquer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran au motif de les défendre. Cependant, il est nécessaire, presque un an après, de revenir sur Gaza. Gaza, c'est avant tout une leçon de résilience. Ce sont des gens qui ont tout perdu, sauf, en fin de compte, leur capacité à faire face, à devoir faire face. Ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui de faire face. Ça, c'est peut-être l'énergie du désespoir qui leur permet de continuer à résister, mais c'est surtout une leçon des capacités de l'homme à se battre pour la justice. Je vous souhaite une très belle journée malgré tout.